Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Robert Rozon, directeur de vente chez Huber Engineered Woods. Robert, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et content de faire votre connaissance, surtout Jean-Sébastien. Philippe, on se connaissait déjà. Fait qu'on va pouvoir discuter de quelques sujets, le fun. Oui, définitivement. Donc aujourd'hui, le menu du jour, en fait, on va commencer par parler de ton parcours professionnel. Ensuite de ça, on va aller un petit peu plus dans le technique. On va parler du mur parfait de l'APCHQ. On va jaser aussi d'un sujet, je ne sais pas à quel point tabou, mais le rôle de la barrière de la langue française pour l'adoption de Passivhaus au Québec. Là, c'est beaucoup plus populaire dans le Canada. Tu as une belle expérience canadienne et américaine. Tu as certainement un beau point de vue sur le contraste que l'on vit ici au Québec. On va parler aussi comment les produits de Huber Engineered Woods, HEW, ou les produits ZIP, là, pour ceux qui connaissent déjà ça, comment ces produits-là répondent aux grandes menaces du bâtiment, soit l'étanchéité à l'air, l'isolation et la structure, tout ça en même temps. Et moi, j'ai hâte d'entendre tous les exemples que tu as vécus dans ta carrière qui semblent être très intéressants à entendre. On commence à avoir des cheveux blancs un peu aussi. Mon parcours... Non, lui, il a les cheveux quand même assez foncés, ça paraît encore bien. Il est chanceux, mais il est jeune, il est vraiment jeune. Non, ouais, c'est ça, mon parcours, c'est assez étrange. Ça a commencé quand j'ai quitté le secondaire, j'étais allé faire un DEP en électricité. Fait que disons que le parcours est un petit peu changeant là, par la suite. L'erreur, dans un sens, c'est que tout le monde nous disait il y a électricité de construction, électricité pour la maintenance, usine, ces choses-là, ce que j'ai pris. Puis quand on arrivait dans les usines, ils disaient on a besoin du diplôme de construction. OK, c'est pratiquement une perte de temps. Je me suis tourné vers le marché au détail que j'ai fait. J'ai été coordonnateur, directeur au marché au détail. Par la suite, j'ai joint l'équipe de Goodfellow à l'interne. Je suis tombé à l'externe en 2003. J'ai quitté en 2009 où je me suis dirigé vers une compagnie de revêtement extérieur comme directeur général, manufacturier québécois. Et fin 2014, début 2015, j'ai joint Huber. L'histoire un peu du lien entre moi et Huber, je vendais déjà les produits au détail en 97. Et quand je les ai joints, ils cherchaient quelqu'un pour l'Est canadien au départ. Ça s'est extensionné plus loin par la suite. Mais c'était vraiment pour l'Ontario, Québec majoritairement au début. Et ça a pris l'expansion rapidement. Et ils ont fait l'introduction du ZIP dans le marché canadien, malgré que ça faisait déjà pratiquement 10 ans que c'était déjà aux États-Unis. Et toujours un peu plus long d'avoir les approbations au Canada, ces choses-là. Fait que c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive. Fait que c'est un peu l'histoire de mon parcours. Là. Ça fait que ça fait déjà 27 ans là, dans le milieu de la construction. Cool! Avant d'aller plus loin dans tes expériences personnelles, on va aller vers le technique aujourd'hui. C'est-à-dire, le mur parfait, il y a un lien avec les produits de Huber. Philippe, veux-tu me parler un peu du mur parfait? Oui, en fait, ça, c'est une expérimentation de l'APCHQ qui a été faite, justement, où il essaie de développer un mur parfait. Je crois que le concept vient aussi du mur parfait ou de Perfect Wall de Joe Stieberg. Oui. Donc, c'est comme la version québécoise qu'on a essayé de recréer. Puis, justement, le mur parfait utilisait les produits de Huber Engineered Woods. Donc, on va rentrer un peu dans les détails de sciences de bâtiment. Fait qu'on va aller un peu plus technique dans cet épisode-là. Mais peut-être avant de rentrer dans le mur parfait, rentrons un peu plus dans les différences dans une construction qu'on dirait plus traditionnelle ou code versus une construction d'un mur performant. Et c'est quoi vraiment les barrières qu'on doit gérer en ordre d'importance? Les grandes menaces dans un bâtiment, en partant, faut gérer l'eau. Honnêtement, à ce niveau-là, on fait une bonne job. Il y a peut-être des termes ou des applications que les gens sont encore un peu confus. Là. Je vais vous donner un exemple. Quand on gère l'eau, en anglais, on utilise ce qu'on appelle les 4Ds. On appelle Deflection, Drainage, Drying, Durability. Fait que, disons qu'il y en a un qui est séchage, qui n'est pas un D, là, mais c'est déviation,
drainage, séchage et durabilité. Un exemple, la fourrure de bois, la forêne, ce qu'on appelle, elle, sa première job pour les gens, c'est dans leur tête, c'est la ventilation. Non, sa job, c'est de drainer l'eau. C'est sa job. Ça a pris du temps avant que ça arrive au Québec, là, qu'on mette soit un moustiquaire ou une grille perforée au bas pour que ça se fasse. Ça se faisait déjà dans les autres provinces où on applique ce qu'on appelle un rain screen, un pare-pluie, si on veut. Là. Fait que ça, c'est une partie qui est complexe, mais qu'on fait quand même un bon travail. Tu sais, déviation, on parle le chevauchement de toit, le revêtement, les moulures, tout ce qui est solin, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Durabilité, là, c'est la composition du mur qui va t'aider à s'aider là-dessus. La forens, elle va aussi aider au séchage. L'utilisation de certains produits va aider au séchage. Fait que ça, c'est la plus grande menace, c'est l'eau. Je dirais, je prends un grand verre d'eau, je le remplis au complet, c'est ça. Puis si je le mets dans ton mur, ça se peut que ça réagisse mal. Deuxième, c'est l'air. OK? L'air transporte 100 fois plus d'eau que la condensation va en créer dans une année. Vous avez déjà eu d'autres discussions dans d'autres podcasts à ce niveau-là. Puis quand on regarde ça, c'est une des parties qu'on ne gère vraiment pas bien. Puis dans plusieurs provinces, on va le dire, certaines provinces sont bien en avant de nous autres. Là, si on compare Québec et d'autres. Sûrement qu'on va avoir d'autres discussions plus tard à ce niveau-là. Mais BC est vraiment en avant. Le test d'infiltrométrie, c'est encore, on va dire, très nouveau au Québec. Là. On devrait en faire plus. Ça coûte à rien. Ça coûte entre 250 et 350 $. C'est comme... Pourquoi s'en priver? C'est sûr que... Gratuit avec Renault Climat, en fait, aussi. Fait que... Exact. Même moi, j'ai participé à une rénovation comme ça. Puis au départ, je pensais que le programme n'existait pas à cause de la pandémie. Puis j'avais fait venir quelqu'un pour faire le test d'infiltrométrie, puis ça m'avait coûté 250 $. C'était comme, on va le dire en anglais, c'est un no-brainer, fais-le. Tu vas l'économiser partout. Là. Je dis souvent à des clients dans les autres provinces, si tu le fais dans les 3-4 premiers mois, tu vas déjà devoir ramasser ton argent. L'étanchéité à l'air, si tu le gardes sur ta consommation énergétique, c'est pratiquement à 27-28 %. Fait que tu as une facture électrique de 200 $, mets 27-28 % de ta consommation de ça, c'est plus que 50 $ par mois. C'est beaucoup d'argent là, si on le regarde. Fait que c'est des choses qui sont à travailler. On est vraiment en arrière. On parle souvent de moyenne de 3,5 changements d'air à l'heure. Souvent, avec le zip, là, je suis en bas de 1 et même en bas des normes passives à 0,6. On en a fait une dernièrement. Directement en appliquant les produits zip, là. Oui. Dernièrement, j'ai vu notre record là, en ce moment là, à Toronto, dans une maison, ce qu'on appelle les maisons les laneway, les maisons de ruelles, là, si on veut. Là. Souvent plus petites. Ouais. Souvent plus petites. Des fois, avec le volume, je crois qu'on devrait peut-être baisser le nombre de kilopascals, de descendre à 40, quelque chose comme ça pour l'ajuster. Mais eux l'ont fait à 50, ils ont sorti à 0,13 changement d'air à l'heure. C'est étanche. Là. On s'entend, c'est très étanche. Absolument. Ouais. C'est une maison avec des murs mitoyens, ça, en plus. C'est sûr. C'est impressionnant. C'est des choses qui sont bien impressionnantes. Fait que on en est bien fiers. Je fais beaucoup de multilogements à ces niveaux-là. Les résultats sont vraiment incroyables. On fait beaucoup de multilogements. On va bouger de sujet un peu, là, mais dans le logement abordable. Puis la raison pourquoi ils font comme ça avec haute performance, c'est parce qu'après ça, les coûts sont tellement mineurs au fil des temps, des mois. Tu n'as pas de coût énergétique à chauffer, climatiser, ces choses-là. Fait que ça, c'est la partie qui est le fun là, à ce niveau-là. L'autre point, la troisième plus grande menace, on dit la perméabilité, où on entend souvent au Québec, ça respecte-tu. Des fois, il y a une confusion. Puis au Québec, on a souvent tendance à prendre ça et la mettre au-dessus de tout. Depuis 40-50 ans, ça a toujours été ça. Ta maison respecte-tu? Je vais te donner un exemple. Quand j'ai fait mes rénovations chez moi, j'ai des anciens confrères ou des gens qui sont dans le domaine. Ah, tu dois avoir de la misère à respirer. OK.
passons à une autre étape, là, mais c'est pas le cas. La qualité de l'air a été améliorée de 35% depuis ce temps-là. Les systèmes mécaniques font une bonne job. Jean-Sébastien, t'es là-dedans tous les jours, tu le sais, c'est ton domaine. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Mais je vais renchérir sur ce que tu dis là. Malgré tout, même chez les professionnels de la construction actuellement, c'est mal compris à quel point c'est important. Je vais te donner un exemple. Je fais 20 rencontres au Québec avec des gens du milieu, puis 19 fois sur 20, je vais me faire demander si ça reste peinture. Ça vient d'où, ça, d'après toi? Le genre de type de produit qu'on utilise depuis les années 40, pratiquement. C'est souvent les qualités des produits, mais c'est aussi l'éducation. J'ai eu des manufacturiers devant moi qui m'ont dit on dit aux gens qu'il faut qu'ils soient perméables parce qu'on sait qu'ils ne sont pas bons à l'étanchéité à l'air. OK, c'est quoi? On met un plaster sur le bobo, on laisse ça comme ça, puis voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Au lieu de faire de l'éducation puis d'amener les gens au bon endroit. Quand on va arriver en 2025 puis que le Québec va décider de sauter le code 2020 puis s'en aller en 2025, là, personne ne va être prêt. Là. Je sais qu'ils vont leur donner une période de grâce de 2 ans, là, 18 mois, 2 ans, on va voir. Mais personne ne va être prêt si on ne les éduque pas de la bonne façon. Puis il n'y aura pas assez de gens pour les éduquer non plus. C'est pas loin, ça, là. C'est dans même pas 1 an et demi. Écoute, encore 2 ans. Là. Je me trouvais arrogant quand je disais à des constructeurs qui me disaient « fait 30 ans que je fais ça de même. » OK, ça fait 30 ans que tu fais ça comme ça se peut que ça fasse 30 ans que ça ne soit pas de la bonne façon. Je me rends à BC, le Canadian Home Builder Association, ce qui dit à leurs membres, si vous ne faites pas d'ajustement en ce moment, ben pensez à prendre votre retraite. Puis ça, c'est l'association qui dit ça à ses membres. Fait que je ne suis pas si arrogant que ça, là. Non, absolument pas, là. Non, je l'ai entendu souvent, celle-là. Là. J'ai jamais fait ça de même. Il faut que ça change. Oui, il y a une nouvelle génération, on voit déjà des ajustements, ces choses-là. Mais oui, c'est complexe. Fait que disons que l'air va créer 100 fois plus d'eau que la condensation. Puis, une autre façon, le facteur thermique est la 4e plus grande menace. Mais si le facteur thermique est appliqué au bon endroit, disons maintenant on applique de l'isolation à l'extérieur des murs, à l'extérieur de la structure, on réchauffe la cavité, on réchauffe l'intérieur d'un panneau de contreventement, là, si on veut, qui empêche, ou ça c'est l'endroit où il va y avoir la condensation. Philippe, je pense que je t'ai montré la photo avec le givre d'un côté, puis l'autre côté, il n'y a pas de givre, juste avec 2 pouces d'isolant à l'extérieur. Pendant qu'il faisait moins 20. Là, fait, si ça, c'est bien géré, mais je te dirais que ça va aider au niveau perméabilité, condensation, ces choses-là. Mais c'est pas fait, puis je pense qu'André Fauteux disait en 2012, on était rendu les derniers côté énergétique à ce niveau-là dans le code. Mais on avait quand même ajouté en 2012 l'isolation en continu, qui était déjà un grand avancement au Québec. Mais on est encore à la même place depuis ce temps-là. On devrait peut-être avoir monté à 5, 6. En Ontario, ils sont déjà à R5 avec l'isolation continue. En Colombie-Britannique, ils sont à R22 effectif. Wow. Fait que quand tu dis R22 effectif, faut que tu penses qu'un 2 par 6 avec R20 au 16 pouces, c'est à peu près 13,4. Fait il faut dire qu'il y en a pas mal à l'extérieur, mais tout ce que tu mets à l'extérieur a sa valeur R et garde sa valeur R. Fait que c'est beaucoup de choses à voir, mais c'est là que les produits ZIP sont quand même intéressants. Je vous montrais ce panneau-là. Il y a le par air, par intempérie en continu. Par la suite, on a le panneau structural et l'isolation en continu. Et aussi, un point, ce qu'on sert au Québec et même au Canada, les produits en combinaison, le ZIP Air est le seul approuvé pour la structure. Pourquoi les autres réussissent à s'en sortir? C'est que le code dans la section 9 nationale et la section 11 au Québec permet encore de se servir d'une windbrace dans le coin, d'un gyps, même d'un revêtement extérieur pour la structure jusqu'à 3 étages au niveau résidentiel. C'est la seule raison pourquoi ces produits-là sont encore approuvés et les autres n'ont pas été encore testés par le Conseil national de recherche. Puis c'est des coûts importants. Puis pour le moment, je pense que personne n'a décidé d'embarquer parce qu'on est au courant, parce que le Conseil national de recherche a dû créer un devis technique avec notre produit.
Puis le prochain qui va embarquer va devoir payer une partie à Uber, en réalité. Ouais, c'est ça. Attends, je vais jumper sur ce que tu dis, là. Ça veut dire que dans 1 an et demi ou 2, pour correspondre au code 2025, tu vas être obligé, jusqu'à présent, d'utiliser le produit ZIP parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui respecte tout, c'est ça? Pas nécessairement. Tu vas pouvoir utiliser d'autres choses parce que tu vas pouvoir quand même toujours faire un panneau de contreventement sur tes montants, sur tes studs, puis mettre de l'isolation par-dessus aussi. Mais si tu le veux en continu, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que tu gardes ton parent à l'extérieur, puis tu as un substrat solide d'or aussi. Fait que c'est aussi facile pour les autres personnes, les autres corps de métier d'installer, que ce soit au niveau ventilation, si tu as des choses à l'extérieur, tu as quelque chose de solide, tu n'as pas un isolant rigide ou mou, là, dans un sens, là, à travailler. Fait que c'est quand même assez facile. Oui, au Québec, on met une forens, ce qu'on ne fait pas déjà en Ontario. Là, des fois, quelqu'un qui est à Gatineau et qui travaille à Ottawa va te dire les différences entre les deux. Là. Puis il va te dire une maison au Québec, je fais ça en 3 mois, une maison à Ottawa, je le fais en 8 là, à cause des inspections, toutes ces choses-là. Fait que c'est il y a beaucoup de différences. Mais il y a d'autres méthodes qui peuvent se faire. Tu peux mettre ton zip, même le panneau seul, sans isolant, et mettre de l'isolant. Là. Donc, tu fais souvent, Sébastien, des maisons passives. Là, on va voir du 6, 8, 10 pouces, là, des fois. Là. On peut le faire à l'envers aussi. Là. C'est ça. Mais ça va plus vite avec ton produit, avec le zip. Oui, c'est la rapidité d'installation. Là-dessus, nos produits, là, quand on travaille notre sous-plancher, on essaie que les embouchures soient faciles à travailler pour les gars, la colle, que ça soit plus rapide, plus facile, efficace. Puis c'est la même chose avec le zip. Le parer devient très, très facile, sans changer vraiment d'habitude là, que les charpentiers ont à faire. Là. Des fois, c'est les habitudes, de changer d'habitude, c'est complexe. Il y a une résistance. Elle traite là, c'est la résistance au changement. C'est capable d'avoir une innovation qui n'a pas vraiment de changement. Colin, tu es gagnant. Là. C'est bon ce que tu dis. Moi, je le vois aussi dans les trade shows. Souvent, on voit toujours les mêmes produits. Ouais. OK, tu vois les mêmes produits, fait que les gens passent vite, puis ils allent voir où ils donnent les cadeaux, là, si on veut. Mais quand tu arrives avec. C'est plate à dire, mais c'est ça quand même. Mais tu arrives dans d'autres endroits où il y a un produit d'innovation. J'en ai fait un dernièrement à Victoria, à BC. Écoute, les gens arrêtaient à notre kiosque parce qu'on avait quelque chose de nouveau, puis ils voulaient avoir des questions, ils voulaient poser des questions. Fait que l'innovation devient importante, puis les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Puis pas juste notre produit, les autres produits innovants, c'est intéressant aussi. Fait que c'est de changer les mentalités. Oui, nos produits facilitent, l'application facilite le changement, que ce soit même au panneau de toiture. Écoute, tu enlèves la H-clip, là, qui est la clip espaceur qui donne la rigidité entre les panneaux, entre les trosses, si on veut. Là. Fait que ça, t'enlèves le synthétique, t'enlèves le feutre, t'enlèves le parère à l'extérieur, t'enlèves beaucoup d'étapes à ces niveaux-là, puis tu gardes tout ce qui est structure, parère, par intempérie, puis l'isolation continue en plus. Là. Très intéressant. Fait que pour résumer, Robert, en termes des barrières, on a parlé de la plus importante, c'est vraiment gérer l'eau. Ça, c'est numéro 1. 2, ça va être gérer l'étanchéité à l'air. La troisième, ça va être la perméabilité, donc la vapeur, gérer la vapeur. Et la quatrième, c'est vraiment la barrière thermique. Puis le problème qu'on a ou qu'on observe au Québec, c'est que la deuxième, qui est la barrière à air, est vraiment pas toujours, en ordre d'importance, n'est pas vraiment placée de la même façon. Des fois, on joue avec la perméabilité. Je dirais plus qu'on prend la troisième pour la mettre en premier. Exact. Je dirais plus que c'est ça la chose. Comme je disais, tu peux pas dire à quelqu'un sois perméable parce que t'es pas bon à l'étanchéité à l'air. Tu sais, mettre un placeur sur le bobo, les techniques changent. Là. Dans le passé, on mettait du mercurochrome sur un bobo, on achetait ça au gallon. Peut-être que Philippe est trop jeune. Beaucoup trop jeune. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Aucune idée. Non, écoute, quand on scratchait, mettons, dans le temps qu'on faisait du vélo podcast, là, tu sais, on faisait des jobs avec nos BMX, on scratchait, on tombait, puis là, on allait voir notre mère, puis on mettait ce produit-là. Rouge.
Puis, ça partait pas. Non, c'est ça tachait. Puis, c'est du mercure, là, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment juste comme Cégep que j'ai catché. Attends, c'est du mercure au chrome. Moi, je pensais que c'était comme juste une marque de produit. Non. C'est pas bon. Non, mais, tu sais, une autre analogie, j'étais un amateur d'automobile. Dans les années 80, on achetait une Mustang 5.8, V8 5 litres, 302 pouces cubes. Ça développait 215 chevaux. La même Mustang, en 2024, en développe 450. Ils ont même sorti un modèle qui en développait plus de 500. Nice. Il y a une évolution. Il faut juste être prêt à l'accepter. Exact. C'est la même affaire dans les bâtiments. Tu as bien résumé, Philippe. En fait, tantôt, je t'ai demandé pour le mur parfait. Je tenais un peu d'avance. C'est vrai qu'on parle, en fait, des constructions traditionnelles. Là. On a-tu couvert, en fait, la construction d'un mur traditionnel? Ben, un mur traditionnel, en ce moment, au Québec, on se retrouve souvent... mur en 2x6, laine, fibre de verre majoritairement. Dans la cavité AR20, un polyéthylène à l'intérieur. Je pense que le polyéthylène, dans les 5 prochaines années, d'après moi, va débarquer du code ou va trouver d'autres façons parce qu'on en met tellement vers l'extérieur maintenant qu'on réduit un peu le potentiel de séchage extérieur. Il faudrait le ramener vers l'intérieur. Les systèmes mécaniques font qu'on peut le faire. Sont faits pour ça maintenant. Encore là, il faut que tu choisisses le bon système. Mm-hmm. Oui, exact. On est toujours là. Par la suite, on met un panneau avec un isolant continu à l'extérieur. En ce moment, on travaille avec R4, mais dans certaines régions, on devrait mettre plus. On adapte jusqu'à 6000 degrés jour au Québec là, à R4. Fait que à ce niveau-là, il y a des choses à faire. C'est sûr que quand on regarde ce qu'on fait et où ce qu'on s'en va, là, même avec Nouveau Climat 2.0 ou quoi que ce soit, c'est un peu ce qu'on faisait à la fin des années 90 avec les maisons R2000, les maisons Joe Stebrick R2000. La seule affaire, c'est que à ce temps-là, les systèmes mécaniques n'étaient pas là et ils ne faisaient pas de job. Fait qu'il y a eu des problèmes, mais c'est pas vraiment différent. Quand on regarde l'évolution de la construction, dans les années 80, au début des années 80, le but, c'était de rester en 2x4, mettre de l'isolant continu à l'extérieur, mais le coût du pétrole a augmenté, fait que le coût de l'isolant a augmenté. Fait qu'on on a monté à 2x6, l'aide notre fibre de verre avec un 2x6. C'est un peu là qu'est-ce qu'il y en est. Si on va au mur parfait, ce que Marco et son équipe de la PCFQ ont fait, c'est que ils ont essayé de faire un mur différent avec un coût semblable au mur traditionnel. Si tu veux quelque chose de plus performant, il ne faut pas que tu t'adaptes au coût, selon moi, mais ils ont réussi à le faire. Félicitations à eux à ce niveau-là. Fait qu'eux, ils ont gardé un mur en 2x4, l'ossature en 2x4. Mais tu pourrais le faire en 2x6. Spécialement, si tu t'en vas un mur de 9 pieds, 10 pieds, on en voit de plus en plus. Un 2x4 perd pratiquement 20% de sa force à 9 pieds, puis quasiment 50 à 10 pieds. Fait qu'il faut ajuster. Fait que là, à 2x6, ce serait une meilleure option à ce niveau-là. Puis ils ont tout mis l'isolation à l'extérieur. Ils ont pris notre panneau Zip Air, plus 2 pouces d'isolation minérale avec Rockwool. Fait que ça a fait un beau combo à ce niveau-là. Ils ont travaillé le Zip en étanchéité, à l'air et à l'eau. Ils ont travaillé le Zip avec l'isolation en continu aussi, mais ils n'ont pas travaillé le Zip avec le côté structural, ils se sont fiés à leur gyps. Moi, je dis tout le temps à mes clients, quand tu utilises le Zip, va chercher tous les bénéfices. C'est logique. Tu payes pour un produit, ben prends tout ce qu'il te donne. Fait que prends la structure, il t'a donne. Il est approuvé pour ça. Attends une seconde, Robert. Ce que je comprends, c'est que la structure vient avec ton produit. Fait que comment tu peux ne pas le prendre? Je comprends pas. Des habitudes. C'est des habitudes à cause du code. Le code de la section 11 au Québec te permet de fier à la braise de métal, là, ce qu'on voit dans un coin de mur. Quand tu te rapproches une fenêtre d'un coin et tu peux pas tu mets ta braise à 70 degrés au lieu de 45, elle ne te donnera pas bien de structure, si on veut, là, à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que le panneau de contre-vêtement devient important. Mais au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on met quand même une fourrure à l'intérieur, fait que ça donne beaucoup de contre-vêtement intérieur, plus le gyps. Fait qu'on est quand même en bonne position. Dans ce projet-là, ils n'ont pas mis de fourrure à l'intérieur, ils ont mis de gyps directement, vu que la cavité est ouverte, fait qu'il y a beaucoup d'espace pour le mécanique à l'intérieur. Fait que ça, c'est un point intéressant. Je ne sais pas du côté
facilité de vendre un mur qui n'a pas d'isolation en dedans. Je ne sais pas si ça va être facile. C'est sûr que ça va prendre plus d'intérêt, plus de choses à faire dans le futur là-dessus. Mais je pense qu'il voulait démontrer comment le mur plus traditionnel qu'on a parlé tout à l'heure, puis celui-là, comment ça pouvait se faire, et avec des coûts différents. Ils l'ont gardé un petit peu secret. Ils ont même utilisé du stretch tape pour faire des joints entre les panneaux. Ça, je trouve ça cher un peu, mais c'est des choses qu'on contrôle pas, mais c'est correct, ça a bien été. Mais les gens de la PCHQ, il y a des gens hyper passionnés aussi, là, fait que c'est quand même intéressant. Je pense que c'est des membres à suivre ces gens-là. Définitivement, on est membre de la PCHQ, puis j'ai toujours que du positif à dire de leur professionnalisme et de leur enthousiasme. C'est pas pour être têteux, là, c'est vrai, là, ils sont vraiment très professionnels. Puis je les sens comme un acteur qui devrait être, comment dire, un acteur prépondérant pour faire le pont, justement, entre ce qui se fait en ce moment et ce que nous, on promouvoit avec le podcast, dans le fond. Absolument. C'est relativement simple, puis ça existe, les solutions sont vraiment mindées pour ça. Je veux qu'on sorte rapidement sur l'isolation que tu viens de parler, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être moins habitués à ça, en ce moment, dans le mur traditionnel, tu mets tes studs 2x6, puis tu mets ton isolant entre tes studs. Tantôt, tu as parlé de la valeur R et la valeur R équivalente. C'est que Effective. Effective, excuse. Tu peux pas dire « Ah, Malène, attends, plus mon extérieur, plus ceci, plus cela. » Tu as un petit calcul relativement simple là, avec l'isolation en série puis en parallèle qui fait en sorte que tu as une valeur R effective qui n'est pas nécessairement, si tu mets du R20 puis tu as des studs partout, tu as des ponts thermiques, tu n'as pas R20 effectif, tu as moins. En réalité, parce que tu as des ponts thermiques directs. Donc, un des éléments à changer, c'est la vente, en fait. C'est le comparable. Le point de comparaison entre les différents produits pour dire là, on ne vend plus du R, on vend du R effectif. Il est là. Moi, je le vis, mettons, dans les échangeurs d'air. On compare les échangeurs d'air à 0.4 de pression statique. Ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a juste pas rapport. Là. La plupart des réseaux de conduits, même fait en ligne droite, parfait, lisse, on a plus que ça. Là. Donc, il y a une question de comparaison. Je me souviens plus dans quel podcast on a parlé aussi de ça. Il y a une question de point de comparaison entre les produits qui doit évoluer. Et les gens, tu vois, les gens qui nous écoutent, les gens dans le Passivant, ce que je remarque, ils veulent justement comprendre un peu plus. Fait que cette histoire-là de R et R effectif, ce qui n'est pas tellement compliqué à saisir, là, les gens l'absorbent bien, moi, je pense. À ce niveau-là, tu as raison. Le point que je trouve difficile dans certaines régions au Québec, des fois un petit peu plus au nord, ces choses-là, on met une isolation, on continue à l'extérieur, mais on en met une aussi à l'intérieur. Quand tu fais ça, OK, la restriction entre, on va dire, l'intérieur de ton panneau de contreventement, la surface intérieure, c'est là qu'il va y avoir la condensation, là, en réalité. Quand tu fais une rénovation en hiver, tu essaies d'enlever la laine, elle est collée, parce qu'il y a du givre sur le panneau. C'est un peu ça. Là. Maintenant, c'est moins épais parce qu'on a déjà un isolant continu. Mais plus tu mets de restrictions l'intérieur, fait que donc un R20, plus il y en a qui vont mettre un R4 avec un papier d'aluminium, ces choses-là, c'est que tu mets plus de restrictions, fait que tu ramènes ton point de rosée vers l'intérieur au lieu de le sortir vers l'extérieur. Ça serait mieux de prendre ce R4-là, de le rajouter à l'extérieur, puis de mettre, que ce soit un pare-vapeur intelligent ou un pare-vapeur régulier à l'intérieur pour avoir moins de restrictions puis vraiment bouger le point de rosée vers l'extérieur. Les calculs sont faciles à faire. Il y a une formule pour ça. Je le fais régulièrement avec les gens pour leur montrer que je l'ai fait dernièrement avec des gens au Nouveau-Brunswick qu'on travaille sur un projet dans le Grand Nord, puis on mettait R12 dehors, R20 et R4 à l'intérieur. Eux, ils voulaient mettre ça comme ça, puis je leur montrais, je rajoutais un R4 par-dessus le R12 dans un sens, puis je leur montrais où se retrouverait la température intérieure du panneau de contreventement comparativement en ayant un R4 en dedans. Et il y avait une différence de quasiment 7 degrés dans le calcul. C'est beaucoup, là, 7 degrés, là, c'est que tu passes au-dessus du point de rosée en dessous du point de rosée. Fait que les champs d'horaire de condensation sont là. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de détails au niveau de la science qui reste à travailler. Exact. Tu as parlé d'un mot, d'un terme, là, le point de rosée. Tu es capable de nous expliquer ça, là? C'est quoi ça, le point de rosée, pour ceux qui ne connaissent absolument pas? C'est quoi? Oui, le point de rosée, en réalité, c'est là que la température chaude et froide se rejoignent, puis là, ça va créer de la condensation dans le mur.
c'est sûr qu'en partant, avoir un air frais qui rentre dans un mur, c'est pas bon. Ça va déjà diminuer la température, fait que t'es déjà un petit peu dans le trouble, on va dire. Par la suite, si tu mets une isolation continue à l'extérieur, c'est pour ça qu'on dit souvent, mets en plus à l'extérieur pour contrôler ce point-là. Puis en enlever à l'intérieur dans un sens. C'est un peu ce que le mur parfait fait. Il y a pas Disons que l'intérieur du panneau de contrevêtement est pratiquement à la même température qu'à l'intérieur de la maison. Fait qu'il est à 21 degrés, genre, pratiquement tout le temps. Fait que c'est là qu'on va éviter ce point de jonction-là entre la température froide et la température chaude qui crée cette condensation-là. Puis cette condensation-là, le problème, c'est que s'il y a de la condensation, il va y avoir un impact au niveau de la structure du bâtiment aussi qu'on ne veut pas avoir. C'est ce qui va faire pourrir le bois. Je vais répondre à cette question-là, puis c'est une crainte que tous les gens ont. Et John Straub, il dit, premièrement, le point de rosée, c'est par cycle. Puis le code est fait par cycle, dans un sens, il est testé en cycle. Fait que ça donne quand même la chance aux cavités de sécher, au bois de sécher, ces choses-là. Un point de rosée là, pourrait être vraiment dangereux. Il faudrait qu'il fasse moins 20 pendant pratiquement 3 semaines en ligne. On n'est pas assez vieux pour l'avoir vu. Peut-être qu'on va le voir dans le futur, parce que les extrêmes sont rendus extrêmes là, avec les changements climatiques. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est sûr que je ne construis pas un mur de la même façon à Winnipeg que je le fais à Montréal. Puis je le fais pas pareil à Iqaluit que je le fais à Montréal. On s'entend. C'est pas la même chose. Mais le point de rosée, pour que ça soit vraiment dangereux, là, dites-vous moins 20 3 semaines en ligne, là, fait que moins 20 pendant 20 jours. Mettez-les comme ça, 20-20, on pourrait le dire. Ça. Fait que il faudrait vraiment qu'on soit mal pris. Je comprends. Juste pour préciser, le mur parfait, en fait, il n'y a pas de laine dans les cavités à l'intérieur, ce qui te permet, en plus de passer toute ton électricité puis une partie de la mécanique là, directement dans tes murs extérieurs, ce qu'on ne fait pas normalement. L'électricité, souvent, c'est fait là, peut-être par-dessus par vapeur, le polyéthylène. Là. Tu vas avoir les fameuses les prises, là, les boîtes de jonction électrique là, qui vont pousser justement là, sur ta laine puis sur ton polyéthylène, ce qui évidemment réduit. Puis souvent, en plein hiver, tu vas sentir des fuites exactement à cet endroit-là. Il existe des choses pour justement contrer ça. Mais le fait de ne pas avoir d'isolant à l'intérieur en fait, de tes cavités, ça te simplifie en plus ton processus. Donc, le mur parfait, il est intéressant dans ce sens-là. Puis je suis sûr qu'en bout de ligne, il est économique, en guillemets, là, en termes de temps et d'efficacité. Là. Ça vaut la peine. Ça dépend combien d'isolation tu essaies d'atteindre. Ça, c'est la partie. Le mur parfait, Philippe l'a dit, ça vient de Joe Stiburak quand il l'a un peu créé. Puis souvent, le résidentiel fonctionne un peu de la même manière. C'est quelque chose qu'on voit plus dans le commercial puis qu'on s'en va vers le résidentiel. Nos codes se font comme ça. Le zip, c'est un petit peu, il s'applique un peu comme un panneau commercial, si on veut. Fait que moi, quand je rencontre un entrepreneur qui me dit je fais beaucoup de commercial, écoute, je sais qu'il va s'adapter au produit là, facilement. Là. Ça va être hyper facile pour lui. Mais le code résidentiel est vraiment souvent basé sur ce qu'on a fait au niveau commercial. Puis c'est un peu ça. Le coût, comme tu dis, ça peut devenir égal. Ils l'ont fait égal à Trois-Rivières, là, à Bécancour, là, quand ils ont fait le mur parfait avec la maison à côté. Et le test d'infiltrométrie était excellent, je pense, 0.84. Il était très content. Moi, je l'ai fait comme une face. Puis Marco m'a dit, non, Robert, c'est pas l'étanchéité à l'air de la maison, c'est un vent de plomberie, une porte patio puis une fenêtre qui coulait. Tu sais. Fait que je dis, OK, on peut-tu le dire? Ce serait le fun qu'on dise que les murs n'avaient pas de perte d'air à ce niveau-là. Fait que ça a été là. Puis, mais la maison voisine, il a fait une bonne job sans nécessairement le savoir dans un sens. Mais moi, la partie qui va être à voir dans le futur, déjà là que des fois, amener de la nouveauté au Québec, c'est difficile. Ça va être de dire aux gens, tu vas acheter une maison, il n'y aura pas d'isolation dans ta cavité. Je pense qu'on va avoir beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, là, au niveau expertise, puis présentation. Puis là, tu deviens dans le technique. Fait que le technique, c'est pas nécessairement évident. Tu sais, les gens vont payer une firme d'architecte pour faire des plans, puis l'architecte n'aura pas le suivi de chantier. Mais ils vont payer un designer qui va faire le suivi de chantier du début à la fin. OK, je n'ai pas d'amis designer ici, je ne me ferais pas pitcher de tomates, là, mais c'est ça. Ils vont payer le designer d'un bout à l'autre du chantier. Puis, sérieux, là, on est vraiment bon dans la finition. Là.
Designer, en réalité, il faut le dire, on est super bon dans la finition. Le designer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Là. Tout va se faire, ça va bien aller. Mais on ne s'occupe pas du début, mais on s'occupe de la fin. C'est quand même... il y a un débalancement à ce niveau-là. Là. C'est malheureux, mais c'est ça. En Ontario, là, il y a, si je me trompe pas, il me semble qu'il y a des points de contrôle. Ça te prend un ingénieur aussi là, sur le projet, pas juste un architecte ou un technologue. Ça te prend aussi du technique qui est validé. J'ai-tu raison? Au niveau ingénierie, pas nécessairement dans le résidentiel. Il y en a qui vont le faire parce que oui, on voit de plus en plus des structures d'acier, des poutres d'acier, ces choses-là. Oui, l'ingénieur va embarquer à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais je parle mécanique, là, pas nécessairement structure. Oui, au niveau mécanique, oui, il y en a. J'en ai vu dans certains projets qu'on a fait dans ce coin-là. Là. Ouais, puis... Mais c'est pas obligatoire? Ben non, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il faut que ça le devienne. Parce que le lien, tu sais, je donne ton métier, JS, honnêtement, combien de gens que tu peux rencontrer qui vont dire, moi, te mettre une 3 tonnes, une thermopompe 3 tonnes, puis tu en as besoin d'une tonne et demie parce qu'il a acheté juste des 3 tonnes au début de l'année. Elle va juste rouler en cycle court, puis elle éliminera pas l'humidité. Souvent, la main gauche ne parle pas à la main droite, et c'est vraiment complexe, puis tous ces liens-là sont faits. Moi, dans les derniers mois, j'ai pris des formations en ventilation, climatisation, chauffage en même temps parce que je trouve que ça va de lien avec ce que je fais. Puis vu qu'on s'en va de plus en plus dans la haute performance, on n'a pas le choix. Fait que c'est la partie difficile. Fait que ces gens-là, il faut qu'ils apprennent c'est quoi des bâtiments de haute performance. Tout à fait. On travaille souvent avec des architectes, des designers dans le bâtiment performant, même bâtiment design. Et moi, j'ai une formation d'ingénieur mécanique là, de base. Puis là, on est en HVAC. Puis j'ai pas travaillé dans les gros bureaux de consultation d'ingénierie. Là. Mais je remarque avec le temps que c'est un point, c'est la continuité. Tu sais, on parlait de la continuité de l'isolation tantôt. Là. La mécanique, c'est le point de continuité qui est souvent, malheureusement, omis. Et c'est pénalisant pour tout le monde, pour le designer, la designer, pour l'architecte, pour tous ces gens-là. Puis on arrive souvent à avoir le constat de on veut que ça soit beau, que ça soit que ça respire, que ça soit beau, que ça soit confortable. Fait que moi, c'est une absurdité d'avoir un ou, ça devrait être un et ça peut être un et. Je travaillais sur un projet dernièrement, puis on a passé beaucoup d'heures à essayer de fitter un système mécanique au travers du projet d'architecture, puis même l'architecte avec qui je travaillais disait on aurait dû parler à l'idéation du projet. Je fais oui, exactement. Puis peut-être 40 heures plus loin de travail, on s'en vient exactement à une solution de cavité technique qui aurait pris 10 minutes à designer, à setter. C'est pas toujours évident, mais il y a certaines contraintes parfois. Puis je trouvais ça intéressant qu'eux, il y a eu l'ouverture de le faire. C'est pas toujours le cas. Mais je trouvais ça un petit peu... tant mieux pour nous, on a travaillé pour ça, là, mais je trouvais ça un peu absurde de devoir dépenser 40 heures avec plein de gens pour faire... Je fais moins de cavité technique, passer à la mécanique là-dedans, ça va finir par être beau, ça va être continu, ça va être efficace, ça va être moins cher. C'est juste mieux, si je peux dire. Moi, je dis tout le temps aux architectes, aux entrepreneurs, laissez-moi regarder vos plans, on va travailler ensemble au début. Faire des ajustements, c'est complexe. Ça coûte cher. Oui. On a fait un projet de multilogement à London, en Ontario, un projet net zéro de 44 unités. On est rendu à 2, on en a 4. Le premier, l'entrepreneur décide de faire sa tête puis pensait que ça allait bien aller. Et le deuxième, oui, OK, le deuxième a toujours des ajustements puis on voit toujours quelque chose qui s'en va aller plus rapidement. C'est un peu normal. Il y a des choses. Mais le deuxième bâtiment, c'est monté en 2 mois et demi plus rapidement. Parce que là, ils ont suivi ce qu'on avait mis sur papier. Eh bien, laissez-nous vous aider, les gars. On est là pour ça. C'est un challenge tout le temps. Puis les gens ont peur de faire confiance à d'autres personnes. Mais c'est notre métier. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on aime. Ça, Exact. Puis c'est ce qu'on appelle l'approche intégrée. Et c'est la meilleure façon de travailler. C'est pas toujours la plus évidente parce qu'on est habitué justement là, à une espèce de fonction linéaire top-down. Genre, toujours sur le rush aussi, hein? Toujours sur... faut que ça commence, mais prendre le temps. Oui. Hein? Faut planifier. C'est pas Lincoln qui disait, là, si tu me donnes 8 heures pour couper un arbre, je vais en passer 6 à affûter ma hache. c'est ça, planifier comme du monde. Puis si t'es bien planifié, c'est facile à dire, là, c'est pas toujours évident à faire. Là. En général, quand tu sais où tu t'en vas, quand tu le planifies,
tu t'entoures de personnes qui veulent. Hey, on s'entend, là, on veut tous que ça fonctionne bien. Là. C'est pas rien qui est économique. Là. On veut que ça soit ça à coche. Robert, tantôt, tu parlais c'est quoi, c'est 0.13 de taux d'étanchéité là, que tu as fait un test? Ouais. Tu sais, t'es fier d'en parler. Là. C'est pas économique. Là. C'est juste, hey, on a réussi à faire ça. Je pense que la plupart des professionnels dans le domaine, en tout cas, que je côtoie régulièrement, sont fiers de travail. Fait que tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Tu sais, je vais donner un autre exemple. Tu parles du 0.13. J'ai un gars dans le bout de Saskatoon, non, Regina, dans le bout de Regina. Justin, son équipe, des jeunes, écoute, ton frère pense qu'il a 32, lui a 36, 37. Hyper fiers de ce qu'ils font. Vraiment, des beaux projets, efficaces, haute performance. Écoute, il a commencé pendant la pandémie à utiliser Zip. Premier test d'infiltrométrie qu'il fait, il pogne 0.4. Écoute, il m'appelle, il est fou. Il dit, première fois que je vais l'utiliser, je fais 0.4. C'est parfait. Écoute, maintenant, il est frustré quand il ne pogne pas 0.3. OK, tu challenges, j'aime ça, là. Tu challenges, c'est parfait, c'est good. J'adore ça. Je fais la même affaire moi-même dans mes évaluations de mi-année ou d'année. Mon boss, il me dit tout le temps, ben là, t'es sévère avec tout. Non, c'est ma façon de me pousser à aller plus loin. Ben, ils font pareil. C'est de même que ça marche. On est content d'avoir ce genre de clients-là. Là. Les histoires sont bonnes, puis ceux qui vont en bénéficier, c'est les propriétaires par la suite. Tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. C'est sûr que la partie confort est dure à vendre. Ça, c'est clair. Moi, ma femme travaille de la maison pratiquement 9 jours sur 10 maintenant. Depuis qu'on a fait les rénovations, elle n'est pas au jeu du thermostat. C'est constant, ça se tient constant. Oui, j'ai fallu que je fasse des ajustements parce que là, la fournaise était trop forte. On va se parler plus tard, Jean-Sébastien, pour d'autres choses dans le futur. Mais là, elle fonctionne. Fait que je ne la changerai pas pour le fun, là, mais ça va donner dans le futur. Mais c'est ça. Fait que c'est là que je dis tout le temps, celle-là, il faut qu'elle perde celle-là, puis qu'on se rejoigne en quelque part. Mm-hmm. Fait que Uber, là, on parle beaucoup de leurs produits Zip, mais vous avez plusieurs autres produits qui méritent aussi une plateforme, là, puis d'être discutés. Veux-tu en parler un peu plus des autres produits que vous avez? Ben, la famille, parce que c'est une entreprise familiale, ce que les gens ne savent pas, là, ils ont 5 moulins. Ils ont aussi la gestion de la forêt. J'étais là la semaine passée dans le Maine. Il y avait cette gestion de la forêt-là depuis 1942 jusqu'à 2009. Ils ont vendu cette partie-là durant la partie un petit peu plus, on va dire, slow aux États-Unis là, du marché. Et là, ils ont réacquis des millions d'acres de terre. Puis ils font la gestion de ces terres-là pour le bois, puis comment le bois peut grossir plus, puis pour nous et pour d'autres. Là. Mais le pays, c'est surtout pour d'autres, c'est ce qui était quand même intéressant. Fait qu'on a fait la visite de ça. 5 moulins, un partenariat aussi avec un moulin au Québec. Ça va très bien. Ça fait 7 ans qu'on est en partenariat avec eux. On est en construction pour un nouveau moulin aussi aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup d'avancement. Eux, ce qu'ils ont décidé dans le milieu des années 90, c'est de sortir du marché de la commodité. Commodité, c'est tout le temps des up and down, on s'entend. Là. GM Uber Corporation, il y a 4 entités en dessous. En réalité, Uber, Engineer Wood est un, puis il y en a 3 autres. Il y en a des fois que c'est Uber Engineer Wood a été l'ancre du bateau pendant longtemps, puis là, il peut tirer le bateau. Fait que d'une année à l'autre, ça peut varier. Mais eux, leur but, c'était de sortir du marché de la commodité. Puis le premier produit qu'ils ont créé, c'est l'Advantech, le panneau de sous-plancher Advantech, qui a été nommé le meilleur sous-plancher depuis 2002. Par Builders Magazine. Donc, voté par les constructeurs, pas au Builders Magazine. Par la suite, à ce niveau-là, au niveau du plancher, il y a eu d'autres évolutions. On a sorti l'adhésif à ce plancher. Si tu jumelles les deux, plus une poutrelle d'ingénierie ajourée ou en I, si on veut, tu as un 10 ans contre les craquements des sous-planchers, qui est une évolution. Dernièrement, on a sorti dans les 3 dernières années le panneau X-Factor, deux dernières années, je dirais, qui est un Advantech avec un papier par-dessus, fait que ça l'améliore l'apparence, ça améliore
la protection contre l'eau. L'Advantech, tu peux laisser ça exposé 500 jours sans que ça gonfle. Ça fait que ça, c'est l'avantage qui est pendant la construction. Une fois la maison fermée, on parle d'un OSB normal, c'est correct, mais le problème, c'est pendant la construction qu'il va prendre puis il va gonfler. Tu n'auras pas à sabler tes joints, tu n'auras pas à faire de préparation, fait que c'est facile. Le X-Factor, vu qu'on a rajouté un papier, on va dire doré, là, pratiquement, là. Il est d'un jaune assez doré. Ça l'aide aussi aux communications entre les corps de métier. Je te donnerais un exemple. Un architecte est là, un designer est là, ils font des changements. Des fois, un panneau du plancher qui est sale à cause de la neige, l'eau, la boîte, le sable, c'est difficile de dessiner quelque chose. Sur celui-là, ça va être facile de donner des informations. C'est facile de tirer des checklines. Il y a beaucoup d'avantages qui sont rattachés à ça. Mais dans le panneau du plancher, des fois, on parle de la barrière de la langue mais le marché du Québec est encore dans un sous-plancher de 5-8. Partout ailleurs, c'est 3/4 à 7-8. Puis même, on a des endroits où c'est des panneaux d'1 pouce et un 8. Fait que, on part de 5-8 on met ça à 19,2 ou 16 pouces ou 19,2. Puis la majorité des autres vont prendre du 3/4 au 16 pouces. Puis fait qu'on on étire toujours le code vers le bas pour essayer d'économiser, mais on n'économise pas grand-chose dans un sens. Par la suite, ils ont créé le ZIP en 2004 environ, sorti vraiment en 2006, si on veut, là, dans le marché. Travailler avec des spécialistes en sciences du bâtiment. On parle de Joe Stubrack, John Straub, ils étaient là-dedans. Ils ont été des partenaires dans cette création-là. Des fois, les gens posent la question, est-ce que le ZIP, c'est fait pour le Canada? Ben, les deux scientifiques qu'on vient de nommer, les deux docteurs en sciences du bâtiment, c'est deux Canadiens. OK, oui, c'est un produit qui est fait aux États-Unis, mais a été créé un peu par deux Canadiens. Fait que on peut le mettre dans l'histoire. Par la suite, ils ont rajouté l'isolation pour avoir le panneau avec l'isolant. Toute la gamme d'accessoires, que ce soit pour les ouvertures mécaniques, les ouvertures de fenêtres, ces choses-là. Tout est là. Panneau de toiture. Là, maintenant, on a une membrane, une sous-couche pour la toiture aussi. Il y a eu d'autres choses. On a un panneau d'oxyde de magnésium pour contre le feu, contre le son, en fait sous plancher majoritairement qu'on utilise pour remplacer le béton léger. Ce qui n'est pas quelque chose de populaire au Canada, le béton léger, c'est très populaire ailleurs, spécialement aux États-Unis. Nous autres, quand on utilise le béton léger, c'est souvent pour un plancher chauffant. Fait que c'est pas quelque chose qu'on a fait approuver encore au Canada, là, le panneau d'oxyde de magnésium Hexacor, mais on est en train d'y penser. C'est quoi l'épaisseur? Un demi-pouce. Il y a un 3/4 de pouce aussi, mais en ce moment, on l'utilise par-dessus un panneau de sous-plancher 3/4, puis on met ça par-dessus. Fait qu'au lieu de mettre un béton léger, c'est directement ça. Fait que tu peux aller appliquer soit tes membranes, mettre ton vinyle, mettre tes choses par-dessus. Fait que ça a aussi au niveau du feu, mais au niveau du son. Fait qu'il y a des avantages à ces niveaux-là. Fait que c'est quand même une belle gamme. Il y a toujours de l'innovation. On a toujours un kiosque posant des questions. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Où on devrait aller? Ou les directions où ce que la compagnie veut aller. C'est quand même intéressant. Là, oui. Mais là, moi, j'ai hâte qu'on parle là, de la barrière de la langue, puis tes expériences. T'en as plugué une couple depuis tantôt. Là. Ouais. C'est quoi le problème là, avec le français? Là? On n'est pas attardé, là, tant que ça. Non, mais je trouve qu'on s'écoute trop, puis on n'écoute pas ailleurs. OK. Tu veux dire, genre, les francophones, on est trop comme un genre de vase clos, là? Un peu. On va dire, l'APCHQ ne fait pas partie du Canadian Home Builder Association. Oui, ça, c'est difficile. Ouais, je comprends. C'est difficile. Ça serait le fun qu'on aurait contact avec les autres. Il y a des gens qui sont super bons ailleurs. J'ai contact avec Larry Clay, qui est en Colombie-Britannique. Personne tellement intéressante à jaser, puis efficacité énergétique. Bon, c'est ça. Fait que, c'est des choses que je vois à ce niveau-là. On est resté sur nos vieilles bases de sciences du bâtiment. Je vais donner un exemple. Je vais nommer les personnes, au pire, on coupera. Ouais, c'est ça, on mettra des bips.
y a un de mes distributeurs au Québec, il m'appelle, il me dit Robert, il dit j'ai parlé avec les gens de Sécobois. Sécobois, c'est l'organisme qui s'occupe des bâtiments de bois au Québec, puis souvent des bâtiments multilogements, commerciaux en bois, ces choses-là. Fait que là, ils me disent du panneau de bois, de l'OSB, c'est pas perméable. OK. Bon, je dis, on va y rencontrer. Parfait. Ben, Sécobois, l'organisme pour le restant du Canada, c'est Woodward. Et les deux organismes travaillent avec le Conseil canadien du bois. Fait que c'est comme deux compagnies sœurs, en réalité. Puis ils travaillent avec le Conseil canadien du bois. Mais là, on parle d'un organisme de bois qui dit que le panneau de bois, c'est pas bon. Écoute, laisse-moi sauter ma coche, là, tu sais, c'est quand même. C'est correct. Fait qu'on les rencontre. Fait que repart la cassette, là, la vieille cassette. Là. On peut dire que c'est quasiment une cassette 8 tracks là, dans ce niveau-là. Là. C'est pour les plus jeunes, 8 tracks, c'est quoi? C'est fin des années 70, début 80, là? C'était ça? Avant nos cassettes ordinaires là, qu'on avait. Là, c'était même des gens qui avaient les cassettes. C'est ça. Fait que c'est ça. Oui, avec une vieille affaire. Une vieille bébelle. Hein. Tu vas dans un vieux char, tu te demandes c'est quoi le gros trou qu'il y a dans le radio, ben c'est un 8 tracks. Mon père avait un des années 80, il y avait ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on remonte là. Fait que, OK, parfait. Écoute, je peux vous faire une présentation? Ouais, pas de problème. Écoute, je prends la présentation de Woodwork et du Conseil canadien du bois. Donc, leur présentation. Leur expliquant comment un panneau de bois est perméable. J'ai dit, je peux pas croire. Je peux pas croire que je suis en train de vous présenter votre propre présentation et vous le savez pas. Mais pourquoi c'est le même, Robert? Ça fait des années et des années qu'on fait... On revient à l'affaire de la perméabilité. On l'a tellement mis en priorité qu'on n'a pas regardé ce qui se passait ailleurs. Puis écoute, il y avait raison. Il y avait tellement d'air, tellement d'eau qui rentrait dans les bâtiments. Oui, il fallait que ça sèche. C'est vrai. Mais là, on va à l'encontre de ça. On travaille étanchéité à l'eau, à l'air, pour empêcher ça. C'était ça qui créait... Je comprends. Fait on est en train de le gérer, puis on est en train de gérer l'isolation continue, puis on est en train de gérer plusieurs choses. Oui, il y a des choses qui vont falloir améliorer. Le polyéthylène, comme je l'ai dit, personnellement, je pense qu'on va le voir disparaître. On va voir des peintures par vapeur, puis de toute façon, 2 couches de latex, c'est déjà quand même pas mal de coupe-vapeur, par vapeur. Puis il y a des coupes-vapeurs intelligents qui sont des produits hyper performants, tellement bien faits. C'est de la façon que ça fonctionne, l'humidité relative augmente, on va dire les pores ouvrent, puis ça laisse l'humidité sortir. Vous en voyez énormément, les maisons passives. C'est numéro 1. C'est ça qu'il faut s'en aller vers ça. Mais on est resté sur ces vieilles habitudes-là. Je peux pas croire que je suis en train de présenter quelque chose à des gens avec leur propre présentation, puis ils ne savent pas. Mais oui, la présentation était faite par le Conseil canadien en anglais. Ça, je suis d'accord. OK. Il ne faut pas le traduire? Ben, honnêtement, c'est pas dur à traduire, là, à mon avis. J'aurais pu aller faire la présentation en avant moi-même. On est tous au moins bilingues, là, les trois, là, peut-être plus là, même. Là. Mais c'est pas tout le monde. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec l'anglais. Puis encore moins, surtout des francophones issus de notre génération, même avant, là, Robert, là, qui peut-être sont moins game de dire « Ouais, ben moi, je comprends pas super bien l'anglais. » Parce que, tu sais, aujourd'hui... tout a tellement explosé avec les interwebs, avec l'Internet, qu'on se doit de comprendre l'anglais, mais c'est pas tout le monde qui va avouer. Pas tout le monde qui va le faire. Mais c'est pas... Comme pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est pas normal qu'un manufacturier, même un manufacturier avec des produits d'étanchéité à l'air, dise « Faut que tu sois perméable parce que t'es pas bon à l'autre place. » Ben, donne-y un coup de main et dis-le de la bonne façon, puis on va passer à travers ces étapes-là. Moi, à mon avis, là... C'est vraiment au niveau de, justement, c'est l'Internet, c'est un gros point dans ce sujet de discussion-là. Il n'y a pas tant de ressources au niveau sciences du bâtiment, au niveau construction. Oui, en français, on va l'avoir du côté, peut-être en français francophone en France, mais du côté québécois, c'est pas le même climat. C'est vraiment, on peut pas se baser sur du contenu de l'Europe. Donc, contenu québécois, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est aussi une des raisons, la raison pourquoi on a fait ce podcast, hein, JS. Mais moi, personnellement, comment j'ai pu pousser mes connaissances ou en apprendre, c'est avec l'Internet. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que, de un, j'ai fait YouTube, LinkedIn, partout, là, toutes les ressources en anglais.
t'as de tout. Fait que c'est là que j'ai connu, par exemple, Aérobarrière sur mon projet. C'est là que j'ai connu les produits ZIP. C'est là que, tu sais, tout mon knowledge est vraiment venu de l'Internet. Puis je crois que ça, c'est une forte barrière qu'on a essayé de commencer à briser. Puis, regarde, on essaie de vulgariser, puis commençons à traduire les affaires en français, puis sortons du contenu québécois pour le Québec. Je vais vous donner quelques exemples à ce niveau-là. Oui. Médias sociaux. La majorité des choses aux médias sociaux, même nos Québécois, le font en anglais. Moi, mes produits, même au Québec, mes clients de plus haute performance, c'est des anglophones. Mes plus grands utilisateurs de mes produits, c'est des anglophones. Dernièrement, il y en a un, il m'appelle, il fait sa propre maison, puis il s'est fait offrir, m'a vendre l'Advantech 5.8, il l'a appelé, j'ai dit, non, tu mets du 3/4, là. Je dis, non, tu me niaises pas, là. Tu mets du 3/4. Je suis allé le voir, le gars, il dit, Robert, viens ici, il dansait sur le plancher, il dit, plus jamais je retourne au 5.8. Et voilà, c'est ça. À un moment donné, on est là pour vous aider à ce niveau-là. Regarde les clients de haute performance au Québec, les premiers, là. Les Rocket, les Richard Price, Mike Montremblant, Price dans l'ouest de l'île, Rocket dans le canton de l'Est, fin de la région de Montérégie, c'est des anglophones. Oui. Tu sais, c'est de là que ça part, puis je trouve ça dommage. Écoute, moi, là, j'aimerais bien mieux partir de chez nous, faire 50 km aller voir un client que faire 50 km pour aller à l'aéroport. Non, mais tu sais, je fais quasiment 140 vols par année parce que le marché de la haute performance est ailleurs. C'est pas normal. Puis on va le mettre dans une autre perspective. Puis faut pas le prendre de la mauvaise façon, mais le Québec, c'est la France de l'Amérique du Nord. Les manufacturiers s'installent autour de la France en Europe. Beaucoup de manufacturiers s'installent autour du Québec, ici. Pourquoi autour de la France? Ça, je ne savais pas. Ben, les syndicats, ces choses-là, c'est très complexe de travailler en France. C'est extrêmement difficile. Là, je vais donner un exemple. Moi, si je voyage, on voyage quand même beaucoup avec ma femme, puis on ne prend pas Air France parce qu'on a peur qu'on va être en grève ou que les bagagistes vont être en grève ou que le transport va être en grève. Ben, revenons au Québec, on n'a plus d'industrie automobile à cause des syndicats, dans un sens. C'est pas méchant, mais c'est difficile. C'est souvent très difficile au Québec. C'est plus difficile d'amener les entreprises au Québec. La caisse de dépôt, il faut que ça s'implique. Le gouvernement s'implique. OK, j'ai quasiment l'air de faire du Québec bashing, mais il faut quand même s'ouvrir l'esprit à ce niveau-là. Puis moi, je le vois aussi au niveau des produits de haute performance. Nous, on s'est impliqués ici parce que oui, il y a beaucoup de groupements d'achat de matériaux de construction qui sont au Québec, fait que ça prend quelqu'un de francophone aussi, de bilingue, à ce niveau-là. Mais il y a des manufacturiers qui ne se sont pas installés au Québec. Je vais donner un exemple. L'an dernier, moi j'aime ça dans mes temps libres, le fin de semaine, de faire des patios. J'aime bien ça, ça. Fait que des patios, composites, ces choses-là, puis des outils, j'adore les outils, j'achète des outils, des fois je vois des outils ailleurs. Puis j'arrive dans des marchands québécois pour les avoir, puis on me dit ça n'existe pas. C'est parce que ça fait 3 semaines que c'est sorti ailleurs. C'est comme quelque chose qui se passe. Arrive en ville, c'est ça. C'est comme... Mais je cherchais une cloueuse pour poser des panneaux de composite. Fait que, OK, parfait. Là, je communique avec quelqu'un des médias sociaux, Steve en Alberta, qui est le représentant de la compagnie des produits. Fait que je dis, Steve, c'est qui le représentant au Québec que je le communique? Je veux avoir une cloueuse, j'ai des projets qui s'en viennent, puis j'aimerais ça l'utiliser. Il dit, il n'y en a pas, Robert. Il dit, oublie ça, le Québec, ça marche pas. Il dit, rien qui avance là-bas. Puis si je regarde, maintenant, si je m'en vais dans un Home Depot où ils vendent leurs produits, ils ont 2 tablettes. Si je m'en vais dans un Home Depot ailleurs au Canada, ils ont 2 sections. Wow, OK. Tu le vois que c'est limité. Ça a pris du temps avant que Siga embauche quelqu'un au Québec. Ça a pris du temps. Erika est partie de 475 et a embauché quelqu'un en Ontario maintenant. Je ne sais pas s'il est bilingue, mais ils ont peut-être vu que le Québec, c'était pas si rentable que ça. C'est dommage d'être comme ça, mais ça prend du temps. C'est difficile à ce niveau-là. Fait que c'est là que je dis que la barrière de la langue cause souvent on va être en retard, on va manquer des étapes, on va manquer des choses, puis on va manquer des outils dans un sens là, pour s'améliorer.
Exact. Essentiellement, si je peux résumer... Puis je veux pas que ça ait l'air vraiment du bashing, mais c'est... Ah non. Moi, je pense que tu as raison, honnêtement. Là. Mais ça avance pas parce que ça avance pas, essentiellement. T'sais, on va pas vendre le produit parce qu'il n'y a personne qui nous le demande. Ouais, mais... Tu sais, JS, on va te dire quelque chose. Christian Dubé annonce Maisonneuve-Rosemont, l'agrandissement Maisonneuve-Rosemont. Okay. Ça va prendre 10 ans, mais on ne sait pas le prix que ça va coûter. Ça va bien. Ah ouais, c'est clair. Là. Fait que là, s'ils disent 500 millions, c'est sûr que ça va être le double ou le triple. On le sait déjà. Ouais, pourquoi? Ça marche pas. T'sais, l'hiver passé, on vient de Noël de chez mes parents. Je reste dans l'ouest. Mes parents restent à Saint-Lazare. On descend l'overpass pour arriver à Vaudreuil et aller prendre l'autoroute 530. Ma femme a dit c'est l'hôpital de Vaudreuil. Je dis ouais. Là, tu me dis l'hôpital de Vaudreuil qui commence la construction. Dans 10 ans, tu vas me dire c'est pas encore fini. Exact. Ah non, c'est fou. Hein? Mais tu vois-tu, est-ce que c'est différent dans le reste du pays et aux États-Unis? Ah oui, OK. Oui, OK, il y a des délais, on s'entend, c'est normal. Oui, tout le temps. Mais je vais te donner un exemple. Va sur TikTok, tu vas voir une image sur 4-5 jours accélérée d'un changement d'un overpass en Pennsylvanie qui s'est fait d'une longue fin de semaine. Au Québec, ça prend 2 ans. Puis, OK, tu as soulevé l'histoire du syndicat. Là, je suis vraiment pas anti-syndicat. Moi non plus, il y a des choses, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes exact, choses. Mais peut-être que des fois, ça verse. En fait, c'est une question de mindset globalement. Là. On a parlé à quelques reprises avec les représentants syndicaux pour diverses raisons très positives. Là. Ceci dit, en fait, nous, comme entrepreneurs, on prend de l'avance. Ils sont cool, là, ces gars-là. Là. Ils ne sont pas anti-entrepreneurs. Bien, au contraire, tu comprends? Mais on dirait que des fois, c'est une question de mindset. Je ne vais pas trop aller loin là-dedans. Je ne connais pas tant les syndicats. Je n'ai jamais vraiment travaillé avec des syndicats là, en tant qu'employé. Là. Mais j'entends que c'est un problème de mindset, grosso modo. Beaucoup de fois, on parlait dans le podcast, JS, puis on disait que peut-être que le Québec est en retard à cause d'hydro, au niveau d'efficacité énergétique. Parce qu'on a peut-être pas... C'est une autre histoire. C'est un bon point, mais maintenant qu'on en parle, qu'on en discute, c'est peut-être vrai aussi qu'on a une petite barrière au niveau de la langue. Du côté énergétique, tu as raison de l'apporter. C'est difficile à comprendre aux gens que l'hydro, au niveau résidentiel, nous donne un tarif escompté. Le tarif qu'on paye, là, en moyenne, on va dire 7,5 cents, 8 cents de kilowatt, c'est un tarif escompté, ça leur coûte plus cher que ça de produire avec nos barrages à nous. Ce qui nous avantage en ce moment, c'est que c'est le contrat avec Churchill Falls, avec Terre-Neuve, parce qu'on a un tarif extrêmement réduit, puis c'est la première énergie qu'on va consommer au Québec, dans un sens. Là. Les industries PME, grandes entreprises vont payer plus cher que le résidentiel, ça, on le sait, ça, à ce niveau-là. Mais c'est difficile de dire ça. À un moment donné, j'ai juste répondu une publication Facebook du Journal de Montréal qui disait que l'Hydro-Québec augmentait d'1,5%. Puis écoute, j'ai dit, il pourrait monter de 40%, on se rend compte dans la moyenne canadienne. Puis je me suis fait ramasser. 10 minutes après, j'ai oublié de fermer mon téléphone puis fermer la publication. Hey, excusez, mais c'est ça. Fait que les gens n'ont pas cette conscience-là parce que oui, ça coûte rien. Tu sais, moi, quand j'ai fait la rénovation de ma maison, puis là, le modeling, je l'avais fait, moi, avec des collègues ontariens en sciences du bâtiment, puis on disait entre 40 et 45% d'économie. C'est parfait, c'est une bonne affaire. J'utilisais des fenêtres NZP, j'avais augmenté de quasiment doublé mon isolation, en réalité, et plus. Fait que j'embarque dans le programme Renault Climat, puis ils viennent faire le test d'infiltrométrie avant, après, ils font ta modulation, puis ils me reviennent, tu vas sauver 2300 kW. J'en consommais 23 000, tu vas en consommer 2300 de moins. Je dis, OK, 2300 kW, tu es en train de me dire que je vais sauver 250$ après avoir investi 60 000. Puis vous pensez de vendre le programme? Ouais, c'est ça. Il est où la réalisation? Là, je les appelle, je dis, écoutez, votre modulation ne fonctionne pas, là. C'est impossible, puis je le sais déjà. Là. Écoute, la première année, je n'avais pas eu mes fenêtres parce qu'il y avait eu un petit problème. Fait que j'ai fait 1 an sur le zip exposé, puis on sauvait déjà 35%. Tu l'as vu, là, avec ton bill d'électricité, tu l'as vu, le 35%. Fait que les 6 derniers mois, je n'ai pas payé. Les 6 derniers mois, je n'ai pas payé. Là. Ça fait, même avec l'année suivante des fenêtres, ça fait 4 mois, je paye 20$ par mois. Là,
Non, exact. Mais l'histoire de la modélisation là, que tu parles, là, je l'observe, moi, au niveau de la mécanique, des requis au niveau de la climatisation dans le bâtiment performant, même avec le PHPP, là, c'est souvent mal évalué. On dirait qu'on mise trop sur la sacro-sainte modélisation, mais la modélisation, c'est une approximation à base. Puis il y a plusieurs modèles d'approximation derrière de ça, et ça se base sur des données météorologiques statistiques. Je veux dire, il y a beaucoup de places pas à interprétation, mais à ajustement ponctuel ou à réflexion de ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi, si tu investis tout ce temps-là, puis tu es un vendu, on s'entend que tu es dans le domaine. Puis là, le Renault Climat, il dit « tu vas sauver, c'est quoi, à peu près 10 11 », alors que toi, tu t'attends à 40, 50, puis finalement, dans les faits, c'est autour de 35-40 %. Non, en réalité, j'étais à 48 à peu près. OK, fait que vraiment, la modélisation de Renault Climat... marche à beau. C'est ce que je leur ai dit. Il dit qu'il faut rester plus bas pour ne pas créer trop d'attentes puis que ça ne marche pas pour réellement. Je dis OK, mais on veut-tu le vendre, le programme, ou on ne veut pas le vendre? Oui, mais c'est ça. Il y a comme un problème de mindset. Tu sais, Philippe, tu parlais là, que toute la connaissance, tu es allé chercher pour justement ton propre projet. Tu as fait le premier projet à Montréal, Net Zero Ready, en rénovation. Et toute ta connaissance pour aller chercher ça, tu l'as prise essentiellement en anglais, probablement parce que tu n'es pas disponible en français. Fait que tu as une question d'accès à l'information. Mais Christy, des fois, il y a une question de mindset. On pense en économie plutôt qu'on pense en performance. C'est deux opposés qui peuvent se rejoindre. Je te dis, 100$ en rabais à 30%, ça vient à 70$. Je fais un deal. Je te dis 50 plus un extra de 20$, ça arrive à 70$. Je me suis fait avoir. C'est juste une psychologie, c'est une question de mindset. Fais juste regarder, mettons, ils vont faire un spécial, un vêtement. Là, ils vendent une robe à 100$, puis ils vont mettre la même robe à 100$, mais en spécial, ils vont en vendre en spécial. Exact. Donc, on devrait faire la même affaire. On devrait tricker, en fait, l'homo québécus. Tu pourrais gagner, mais tu sais, je pense qu'il faut juste ouvrir nos horizons puis écouter certaines personnes ailleurs aussi, puis ça va à tous les niveaux. T'sais, on serait possiblement pas rendu où on est rendu si on ne l'aurait pas fait. On est d'accord? Oui. C'est là que c'est là que c'est difficile. Tu n'aurais pas amené ta maison à 2 changements d'air à l'heure, Philippe, si tu n'avais pas fait toutes tes recherches. 100%, c'est sûr. En partant de 13, en passant, juste le spécifier, parce qu'on parle de point 13 de tantôt. Le livre est parti de 2. C'est là qu'il faut quand même le faire, puis il faut être prêt à s'ouvrir et à le comprendre. Écoute, il y a des belles choses qui se font ailleurs. Il y a des belles choses qui se font ici. Là. Je l'ai dit tantôt. Là. Écoute, au niveau finition, là, on est tellement fort. On est excellent. On n'a rien. Il y a vraiment bien du talent. On est super solide. On peut améliorer d'autres points maintenant. Je me souviens plus où que j'ai lu ça, mais tu as plusieurs types de non-connaissance. Tu sais, il y a des fois, tu sais que tu ne sais pas quelque chose, fait que tu peux aller le chercher, mais la pire non-connaissance, peut-être que je m'exprime mal, là, mais la pire non-connaissance, c'est quand tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est la pire affaire. Fait que là, clairement, là, comme francophone au Québec, on sait pas... C'est Joe connaissant. C'est ça. Il y en a de ça, là. Mais même ceux qui veulent, il faut aller voir à l'extérieur. Il faut aller voir, tu travailles beaucoup aux États-Unis, tu travailles beaucoup au Canada, j'imagine un peu au Québec aussi. Là, je suis en train de parler du Nord et tout. Rapidement, avant de parler de coût et de wrap it up, là, la portion de marché États-Unis, Canada, Québec, là, comment tu pourrais, mettons, exposer ça? C'est difficile de comparer États-Unis et Canada, Québec. Il y a des climats semblables. Au niveau climatique, oui, mais c'est les climats semblables. On pourrait dire, mettons, le Minnesota, quelque chose comme ça, là, qui peut peut-être un peu ressembler à notre climat. On a quand même des assemblages assez similaires maintenant. C'est sûr qu'un autre point qu'ailleurs même au Canada, c'est plus d'inspection, plus de suivi. Tantôt, je disais, quelqu'un qui travaillait à Gatineau, qui travaillait à Ottawa, une maison à Gatineau prend 3 mois, une maison à Ottawa en prend 8. C'est parce qu'il y a des choses qu'il vérifie, ces choses-là, puis on s'améliore, le GCR embarque plus là-dedans, on va en avoir de plus en plus à donner à ce niveau-là.
Je pense que c'est des points il faut travailler. Tu ne peux pas remettre une maison sans avoir fait de tests, d'applications, ces choses-là. C'est des choses qu'il faut travailler dans le futur, c'est sûr. C'est les grosses différences. Mais mettons, en termes de marché, ton marché il est plus canadien, américain, québécois, mettons, grosso modo? Ben, pour Uber, c'est un marché américain. Okay. Le Canada est quand même une petite portion. Là, pour nous, la plus grosse portion de notre marché, c'est l'Ontario, l'Atlantique. Après ça, c'est BC. Fait que tu vois les régions où ça l'avance plus. BC est en avance sur les autres. L'Ontario essaie de suivre tranquillement, puis ça s'en vient très bien, honnêtement. Il y a de plus en plus de bonnes régions. Mais le coût énergétique est important là-bas. Fait que pour eux, une meilleure performance, c'est important. Fait que ça l'aide. Nouvelle-Écosse a des beaux programmes au niveau énergétique. Fait qu'ils font de bonnes jobs. L'île du Prince-Édouard, j'ai un beau marché à ce niveau-là, dans cette région-là. C'est drôle que tu dis l'île du Prince-Édouard, là, mais il y a de plus en plus de bâtiments à ce niveau-là là-dessus qui s'en allent vers ça. Fait que le Québec se compare un peu dans les chiffres aux provinces des Prairies, qui est un autre marché complètement. Mais comme je disais, beaucoup de mes clients au Québec sont souvent anglophones. C'est vrai qu'en fait, Uber a vraiment une place super importante aux États-Unis. Je faisais un road trip à New York l'autre jour, il y a quelques mois, puis tu commences à croiser, tu croises la frontière, puis là, tu commences à voir toutes les maisons vertes. Je me rappelle, ma blonde, on conduisait, puis ma blonde, hey, c'est comme notre maison. Là-bas, c'est rendu un standard, c'est un produit qui est super bon. Une fois que tu l'utilises, c'est le fun à travailler avec. Je le dis toujours, un produit qui est fun à travailler avec, ça fait toute la différence. C'est la simplicité, ça fait toute la différence. Exact. Mais là, ce qu'on veut comprendre, puis un peu plus pour nos éditeurs, c'est au niveau des coûts. Oui, c'est plus cher qu'un panneau de contreplaqué. C'est quoi la différence de coût? Puis est-ce que c'est où qu'on est capable de sauver ces coûts-là? Ben, les coûts, tu vas payer environ entre 30 à 40 % de plus. Oui. Okay? Sauf que tu vas le sauver au niveau du travail, au niveau de l'étanchéité à l'air, ces choses-là, que tu vas aller chercher 40 % à 60 % d'économie en temps. Puis au niveau structure, si on arrive avec le panneau isolé, tu vas pouvoir en sauver à ce niveau-là. Mais quand on dit... Le problème, c'est que souvent, les gens parlent d'étanchéité à l'air, tu leur dis, tu n'auras pas besoin de mettre de Tyvek, à titre d'exemple, ou n'importe quel house wrap, là, si on veut. Ouais, ben là, je le déroule, je le tac. OK, c'est parce que c'est pas ton pare-air. Ton pare-air est en dedans. Puis là, il faut que tu détailles ton pare-air en faisant plusieurs étapes. Si tu regardes le code du bâtiment, si tu fais ton pare-air par l'intérieur, tu devrais avoir un pare-air qui passe en dessous de ta liste, qui fait le tour de ta bordure de riz, puis qui ramène à l'intérieur à chaque étage. Avez-vous déjà vu ça au Québec? Jamais, c'est jamais planifié, ça. Fait qu'en réalité, la partie continue n'est pas là. Oui, on utilise l'isolant à l'uréthane dans les bonhommes de poutrelle, là, si on veut. Ça va faire quand même une bonne job, mais il y a un bâtiment neuf va souvent bouger, fait qu'il va souvent avoir des cracks, fait que là, il va y avoir un petit peu d'infiltration d'air à ce niveau-là. Fait que tu peux pas être 100% efficace à cause de ce niveau-là. Fait que tu as beaucoup de détails. Tu sais, les gens se barrent les mains avec le salon acoustique, mais si tu faisais ton pare-air à l'extérieur, tu n'aurais pas besoin de mettre de salon acoustique en dedans. Fait que des économies, tu les as. C'est juste que tu sais pas où est-ce que tu vas les avoir parce que tu es encore dans des méthodes plus traditionnelles. Ouais, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens. Fait qu'en bout de ligne, tu obtiens un bâtiment plus performant, le matériel coûte plus cher, mais tu sauves en temps, tu sauves après ça dans d'autres choses, tu gagnes en efficacité, tu te rapproches du mur parfait. Fait que c'est mieux en bout de ligne. Ben, oui, parce que tu vas le confort qui va se rattacher à ça, c'est la complexité de vendre des maisons performantes. Ça, oui. Parce qu'il n'y a pas de coût rattaché à ça. Tu le vois dans l'efficacité. Nous, on l'a vu parce que j'ai testé l'air avant, j'ai testé l'air après. 35 % d'amélioration, c'est quand même un bon chiffre. Là. On était content. C'était déjà bon. Fait que tous ces petits détails-là, puis tout le reste va bien mieux fonctionner. Tes systèmes mécaniques JS vont mieux fonctionner. Oui.
Ils ne travailleront pas pour rien. C'est la force, hein, c'est ça exactement. Il y a toujours un gain partout, à toutes les étapes. La seule chose, c'est qu'on ne le détaille pas. Ça, c'est la partie dommage. J'espère que les membres de la PCHQ vont suivre disons l'équipe de Marco Lassalle, là, qui est hyper passionné. Tu l'as rencontré, Philippe, sur notre oui. aussi. Ouais. C'est des gens qui veulent passer à l'autre étape. C'est sûr que si on fait vraiment, si la RBQ décide, on saute 2020 pour aller à 2025, ça va être complexe. Moi, je pense que 2015 était peut-être un bon à sauter, puis tomber à 2020 tout de suite, puis poursuivre l'apprentissage pendant cette période-là, parce qu'il n'y avait pas une grande transition entre les deux. Mais la prochaine transition va être complexe. Et comme je dis, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de difficultés à s'adapter. La période on va dire pas de paresse, là, mais la période d'adaptation va être, d'après moi, elle va être étirée, si tu me poses la question. Parce que c'est pas ça qu'on veut, mais c'est là qu'on se dirige, selon moi. Parce que le Canada sort un code, puis au Québec, il sort 5 ans plus tard, et c'est 5 ans plus tard essentiellement. Là, puis là, ils veulent skipper ça, puis à partir de 2025... je me rappelle quand l'APCHQ a montré voici le nouveau code national, si vous voulez le vérifier, on vient d'adopter l'autre il y a quelques mois, c'était comme... Ouais. Faut pas... ça serait intéressant d'être à niveau, puis je pense que au côté fédéral, du côté national, il y a un but que tout le monde soit à niveau. Ça serait intéressant d'être à niveau au niveau énergétique à ce niveau-là. C'est sûr qu'on a le gros avantage d'une énergie propre, d'une énergie facile, pas chère, puis qu'on la dépense mal, on va le dire. On est clair. Mais il y a moyen de l'économiser puis de pouvoir faire d'autres choses. J'étais à Kelowna cette semaine, et à Kelowna, des projets, on s'entend, là, ma maison à Kelowna vaut 2 millions. Neuve, là, vaut 2 millions. Mais là, l'entrepreneur, il faut qu'il dise au nouveau propriétaire, écoute, je te donne un choix. C'est soit que tu prends une plaque à induction, soit que tu prends une piscine, ou soit que tu prends un hot tub. Mais un des trois, pas les trois. Puis pas deux. Un. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie qui se rend jusque-là. Wow. Et fait nous autres, on la consomme comme ça ne coûtait rien. Exact. On est comme en abondance, puis on n'a pas besoin de gérer la ressource parce qu'on l'aperçoit comme en abondance. On va être obligé de la gérer parce que si on s'en va au véhicule électrique, on va avoir de la difficulté à gérer. On va être un peu comme à... C'est exactement pour ça. Là. C'est parce qu'il forecast là, que ça s'en vient challengeant. Là. Ouais. Fait que, ça, c'est une autre partie où que la main gauche, ça devrait parler à la main droite. Je pense que l'industrie de la construction devrait parler aussi au côté énergétique puis savoir un peu qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Il y a quelque chose qui est sorti hier, je crois, là, dans les nouvelles à ce niveau-là. J'espère que ça va s'améliorer puis qu'on va pouvoir on va pouvoir travailler en conséquence là-dessus. Oui. Overall, c'est très positif. Moi, ça fait 10 ans là, que je suis là-dedans. Il y en a qui ça fait plus longtemps, évidemment. Là. Mais je vois la différence juste en 10 ans là, de ma petite perspective. Là, La nouvelle génération qui s'en vient aussi. On voit beaucoup de changements à ces niveaux-là. Fait que ça c'est positif. Du côté de la nouvelle génération, plus ouvert. Je pense que l'avenue des médias sociaux aide aussi à ces niveaux-là. Il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Moi, je dirais que je fais 40% de ma business sur les médias sociaux, là, pratiquement. Là, justement, il y a de l'accès à l'information, ce qu'on disait tantôt. Absolument, oui. Il y a un manque d'accès. Robert, c'était vraiment intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de ton parcours professionnel, on a parlé du mur standard, plus en vogue en ce moment, le mur parfait. À quel point les produits visibles que tu représentes là, avec Huber Engineered Woods, à quel point ça peut aider. Il y a beaucoup d'autres produits aussi là, qu'on a parlé qui sont vraiment très, très, très intéressants. Et essentiellement, là, comme francophone, on a intérêt si on est capable de le faire traduire ce qui se fait en anglais. Là où il y a des trous de marché, il y a des opportunités de business pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Clairement, on est en retard parce que, problème de mindset, mais c'est pas tout le monde, mais entre autres, la barrière de la langue. Écoute, vraiment intéressant, Robert. On se garde en contact définitivement. Puis, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir reçu et c'était très plaisant, une discussion très plaisante. Merci beaucoup, Robert. Bonne journée à vous.
Au revoir. Salut. Aussi. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!